La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Antoine Lessard, Head of Sales chez Kiliba. Comment tu vas, Antoine? Salut. Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi-même? Super. C'est une grosse journée d'enregistrement de podcast. Donc, je suis ravi d'être avec toi et d'aborder celui-ci sous un angle un peu plus personnel. Avant ça, je te propose quand même de nous présenter Kiliba, un peu ce que tu fais, et puis on va repartir au démarrage de ton parcours où tu n'étais pas fait nécessairement pour Non, être dans la vente. carrément. Alors Kiliba, en fait, c'est une intelligence artificielle qui fait les plus belles promesses aux marketeurs aujourd'hui, qui sont d'envoyer le bon message au bon moment avec les bons produits à l'intérieur pour fidéliser la clientèle des e-commerçants. Super. Et ça a été lancé par une boîte que j'apprécie beaucoup, donc tu peux me rappeler le nom. C'est ça. Parce que je trouve Alors qu'ils à l'origine, les deux fondateurs donc de Kiliba sont les fondateurs d'une agence qui est spécialisée dans le marketing automation, qui s'appelle Bellacom, qui fait aujourd'hui 4 millions de chiffre d'affaires, qui a 25 salariés, donc qui tourne, qui fait vraiment son petit bout de chemin. Très Et beau modèle de distribution de SaaS. J'avais rencontré les fondateurs et je trouvais que l'approche était très intéressante parce que elle permettait de retrouver les bénéfices du métier du SaaS, à savoir des revenus récurrents, sans avoir les inconvénients, à savoir l'investissement. c'est ça. Donc j'ai trouvé ça super. Et par contre, ils ont quand même décidé d'investir en allant sur Kiliba Exactement. et de prendre Finalement, les risques de créer leurs propres produits. ouais, finalement, des gens très intelligents et ça se voit dans Kiliba. Du coup, on a essayé de remettre l'intelligence artificielle disponible, parce qu'en fait, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle existe, mais ça fait aussi finalement, c'est très peu nombreux sont ceux qui en ont véritablement l'utilisation propice. Super. Parlons maintenant de toi. Tu n'étais pas fait nécessairement pour être Head of Sales, ça a été un élément de ton parcours. Tu vas nous expliquer pourquoi. Tu étais parti plutôt à faire du droit et de la politique, c'est ça? Exactement. En fait, quand j'ai quitté le lycée, je me suis dit que j'avais envie de m'investir dans la vie de mes concitoyens et du coup, je suis allé directement, dans le premier parti politique, que j'ai croisé et j'ai démarré le droit. Alors, j'étais en bi-licence droit anglais, je voulais, vivre un petit peu, l'expérience internationale aussi et je me suis retrouvé à faire du droit public, donc même pas du droit privé. Donc du droit public, c'est, pour, les juristes qui nous écoutent, on le sait tous, il y a une séparation en troisième année entre ceux qui veulent s'ennuyer et ceux qui veulent s'amuser. Ceux qui veulent s'ennuyer vont en droit public. Et moi, j'ai choisi le droit public. Donc, c'était assez marrant, effectivement, de me retrouver dans le commerce, finalement, quelques années après. Et juste pour comprendre un peu pourquoi tu as voulu t'ennuyer, qu'est-ce qui t'attirait, qu'est-ce qui te motivait à faire ce choix d'études? J'avais une idée. C'est l'idée d'aider les établissements publics, les établissements intersyndicaux, comme on appelle, à manager correctement leurs équipes. Donc, c'était déjà plutôt une question de management, mais j'avais la sensation qu'en apprenant le droit et en allant en droit public, j'allais pouvoir avoir une légitimité à leur parler. Et en fait, j'avais juste l'idée de créer une boîte dans ce domaine. Et du coup, je voulais absolument faire mes études dedans. Puis après, avocat, commissaire, etc. et tout ce qu'on peut espérer aussi, je me suis dit que ça me fermerait aucune porte. Donc, let's go. Et de la même façon, la politique, pourquoi? C'est un besoin de pouvoir, d'influence? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pour être très honnête, alors peut-être pas ce qu'on entend dans le pouvoir, mais oui, le côté managérial et avoir un. J'avais vraiment besoin de donner du sens à ce que je faisais. Et je l'ai toujours d'ailleurs, mais ça a toujours été très important pour moi de m'engager auprès des gens qui sont avec qui je vis.
Et je viens d'un tout petit village dans l'Aisne où le taux de chômage est à 15%. Enfin, j'ai été très vite confronté à des réalités quotidiennes qui sont assez dont on parle Difficile, souvent. dur, Ouais, enfin, on exactement. parle d'environnement social C'est non plutôt difficile de favorisé, quoi. trouver les mots sans vexer les gens sur ce genre de sujet, mais il y a une véritable misère sociale dans les endroits dans lesquels j'ai vécu dans ma vie. Et ça a toujours été important pour moi de me dire que j'avais ma carte à jouer, euh, même si je me suis retrouvé un petit peu broke, comme on dit au poker après. Mais voilà, c'était pour ça que je voulais m'engager, vraiment. Alors, allons justement sur ces moments plus difficiles de ton parcours où, comme tu dis, tu as été broke. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui t'a amené à quitter donc cet univers du droit pour rejoindre le commerce? Mm. Euh, en synthèse, je me suis toujours retrouvé dans la zone entre, j'imagine que je suis pas le seul à la connaître, celle où nos parents gagnent assez pour qu'on n'ait pas la bourse et nos parents gagnent pas assez pour nous aider à vraiment faire les études qu'on veut. Et du coup, je bossais le week-end en boîte de nuit, dans des bars ou des choses comme ça. La semaine, j'étais surveillant d'internat. J'ai aussi eu un passage où j'ai travaillé pendant quelques heures par semaine sur des sujets particuliers en politique. C'était pas très rémunérateur, mais l'idée c'était de combiner un petit peu tous ces métiers-là pour pouvoir payer mes études. J'ai fait des prêts. Euh, j'ai acheté une voiture pour pouvoir me déplacer pour mes engagements. Et avec tout ça, en fait, j'ai pas su gérer mon patrimoine et je me suis retrouvé un petit peu en galère jusqu'à un certain moment. Je crois que c'était en 2016 ou 2017 où même si j'avais déjà fait le choix de changer de voie parce que le droit pouvait pas me rapporter de l'argent très rapidement, donc j'avais fait le choix de partir en alternance. Et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs le rôle de commercial. Mais même étant alternant, je combinais avec un autre boulot et en fait, j'avais encore du mal à payer À mes joindre les deux bouts, déplacements. quoi. Exactement, à payer mes déplacements, mon loyer, mon prêt, parce que je commençais à rembourser mon prêt étudiant. Donc voilà, il y a eu un moment dans ma vie où il y a eu plein de choses qui se sont combinées en 2-3 mois. Je me suis retrouvé interdit bancaire, j'ai eu un accident de voiture et ça fait Ouais, réfléchir. ouais, enfin, et puis c'est ce qu'on entend et c'est les revendications qu'on a beaucoup entendues des gilets jaunes, de la classe moyenne que tu décris, qui est euh, pas assez défavorisée pour être aidée et pas assez favorisée pour s'en sortir, quoi. Ouais. Et donc, de facto, la vente a été pour toi une issue ou un chemin qui permettait d'arriver plus rapidement à une meilleure aisance financière? Bah, pas tout de suite, parce que j'ai été broke après avoir commencé la vente. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que je m'étais quand même sacrément ennuyé en droit. Alors, c'est hyper captivant intellectuellement, mais euh, je jouais pas. Et en fait, moi, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'amuser. Et je me suis rendu compte qu'en vendant et qu'en allant essayer de convaincre les gens, c'est vraiment cette partie qui me plaisait. C'est-à-dire convaincre quelqu'un que, en l'occurrence, à l'époque, je vendais des outillages dans le BTP, donc ma perceuse est meilleure que celle des autres, que le logiciel de gestion de mes équipements est meilleur que celui des autres. Et ça, c'était vraiment amusant. Pour retracer avec le parcours personnel, ça m'a de fait un petit peu remis l'esprit dans le chemin qui était de se dire, mais en fait, il faut que tu penses aux autres, ok, il faut que tu penses à ton engagement, c'est bien beau tout ça, mais il y a un moment, tu n'es pas capable, si tu sais pas te gérer toi-même, d'aider les autres. Et, et je pense que ce qui a fait la différence chez moi, c'est que je me suis dit, bon, allez, à partir de maintenant, je travaille sur moi, je bosse sur moi, et la vente aide vraiment à faire ça. C'est une véritable école parce que on est face à ses résultats. Le challenge, on est le seul à se le donner en fait. C'est soi-même, on se force, on se donne un coup de fouet, on y va. C'est difficile de décrocher un téléphone, c'est difficile d'aller parler aux gens qu'on ne connaît pas, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Et finalement, quand on commence à s'amuser en le faisant, c'est là où on se dit, OK, ça y est, je me suis libéré d'un truc. Et derrière, on découle les performances.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve ça intéressant de dire qu'effectivement, la vente est quand même un métier qui paye bien ou mieux que beaucoup d'autres métiers et plus vite, potentiellement aussi avec moins de bagages d'études, etc. Donc, il y a cette issue-là, mais j'entends aussi, et ce que je trouve très intéressant dans ton parcours et dans la façon dont tu l'exprimes, ce côté école de la vie où tu peux te renforcer, où tu peux t'endurcir, où tu peux devenir plus responsable de toi-même, et aussi, surtout, le côté plaisir. Mm. On l'entend et aujourd'hui, et je l'entendais aussi quand on a préparé notre entretien, un vrai plaisir que tu as trouvé à vendre, à convaincre. Comme tu l'as dit, bah, c'est une forme de jeu. De fait, je suis convaincu que tu aimeras Sales Deck parce qu'on l'a conçu un peu comme ça. Mais voilà, on va continuer là-dessus, sur ton parcours et le plaisir que tu as pris. Est-ce que tu prenais déjà du plaisir en tant qu'alternant? Comment ce plaisir a grandi? Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné aussi à vouloir devenir manager ou à devenir manager ou à ce qu'on t'ait confié des fonctions de manager? Alors, ce que j'ai découvert en étant alternant, c'est aussi le monde du logiciel. Et c'est ces deux mondes qui m'ont assez passionné rapidement. Finalement, oui, j'aimais la vente, mais la vie que je menais à l'époque me permettait pas vraiment d'en profiter pleinement. Donc, j'ai eu une première expérience d'une année, en fait, et après, je suis devenu consultant. Je sais pas s'il va écouter un jour ce poste, mais j'avais un professeur de stratégie commerciale et il m'a dit: «Tu vas t'ennuyer en tant que consultant, c'est sûr, tu es fait pour être, pour être commercial, viens chez moi, tu vas voir». Et je l'ai pas écouté, et j'ai choisi le poste de consultant et il avait raison. Et en fait, j'ai fait 2 postes de consultant jusqu'à être, j'étais embauché sur les Champs-Élysées, dans un cabinet où je bossais dans des boîtes de la défense du genre Orano, EDF, Nespresso, et cetera. Donc fascinant quand on en entend parler comme ça. Et en fait, vraiment tous les matins, j'y allais avec l'envie de rentrer le soir. C'était pas du tout sympa, je m'amuse pas, c'était très opérationnel. J'avais pas de challenge et pourtant je trouvais ça beaucoup trop difficile pour moi. Euh, donc je me suis vraiment pas, ça m'a vraiment pas plu. Et puis les chasseurs de tête font leur boulot sur LinkedIn et je me retrouve du coup contacté par quelques boîtes. Et je pense que là, je dois une fière chandelle à cette agence qui m'a mis dans l'escarcelle de Bellacom. Je suis allé faire quelques entretiens chez eux. C'était un risque parce que forcément, quand on est commercial, oui, on peut vite prendre des payes, mais oui, au début, il faut quand même monter son pipe, il faut quand même monter son business, son réseau, etc. Et le variable n'est pas aussi sympa que quand on est consultant sur les Champs-Élysées. Enfin, le fixe, pardon, n'est pas aussi sympa. Donc forcément, il fallait prendre un risque et je me suis dit qu'après tout, avec tous les risques que j'avais déjà pris, j'étais pas à un de plus ou à un de près. Pour faire quelque chose qui me plaisait, ça allait être la bonne décision et j'ai mis les 2 pieds dedans. J'y suis allé, j'ai tout donné. J'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'il a fallu retrouver les bases. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas été commercial, donc il m'a fallu peut-être un petit peu plus de temps qu'à d'autres. Et comme quoi, tout n'est pas perdu. Et puis ensuite, l'opportunité Kiliba est arrivée. First Sales, Sales Manager, Head of Sales, en 2 ans et demi. Ouais, ça, 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Les performances ont été là, les résultats, malgré le confinement. Donc forcément, ça a fait améliorer la vie. Et tout ça n'a été possible vraiment, et je tiens à le dire, pour tous les vendeurs qui pourront écouter ce podcast, en travaillant sur soi. C'est-à-dire, ok, j'ai travaillé le produit, ok, j'ai peut-être eu de la chance avec quelques opportunités, mais vraiment, travailler sur soi, se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses et de convaincre les gens, c'est ce qui m'a vraiment le plus aidé. Et qu'est-ce que tu veux dire par travailler sur soi? Quel type de démarche tu as entrepris pour faire ce chemin-là? Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment unique à chacun, parce que chacun ses défauts, chacun ses problèmes, chacun ses démons. J'ai essayé alors, j'ai de la chance d'avoir une stabilité familiale désormais qui me permet d'évoluer, peut-être plus vite que d'autres. J'ai, Et de façon plus sereine, ouais. exactement, ouais, j'ai une femme qui m'aide beaucoup sur ces aspects-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me rendre compte de ce qui m'empêchait d'avancer en tant que commercial.
Ce qui m'empêchait d'avancer, c'était, alors certes, le sujet de motivation. Il y a un moment, quand on arrive à 9h ou 8h30 au bureau et que, il faut se mettre à phoner, ben, c'est un travail sur soi à faire. La colère, moi, ça a été toujours un vrai sujet. La colère de la frustration, de pas avoir de résultats, d'avoir des gens qui te parlent mal au téléphone, d'être en rendez-vous et de pas réussir à être bon, de se tromper dans une presse, et cetera. Cette gestion de la colère pour, en fait, remonter derrière, sur son cheval et repartir au galop et ne pas faire sentir que, le client précédent, t'a frustré au max et en fait, pas gâcher toute ta journée parce que, tu pas été performant sur un call. Bah, ça a été très difficile pour moi de passer cette étape-là, donc ça a été un vrai déclic et puis, l'enthousiasme, la maîtrise de l'enthousiasme. Parce que c'est l'enthousiasme, il est bien, mais parfois, on y va un petit peu trop et je pense que c'est un peu le cas pour tous les commerciaux. C'est-à-dire quand on n'y arrive pas, on a des bas et on a tendance à toucher le fond et quand on y arrive bien, on a des hauts et on se sent tout léger et c'est difficile de maîtriser, la suite des événements. Ouais, bah, tu as raison. Moi, je trouve que c'est une des aspects très difficiles dans le métier de commercial, que ce soit, autour du logiciel, que ce soit en agence aussi, où on a tout le stress de la compétition et du pitch et de l'investissement en avant-vente et du risque de perdre. Pour moi, même qui est quand même quelques années de plus maintenant, ce côté, enthousiasme, déception Ouais. est quelque chose que je sais pas encore très, très bien gérer. Et qu'il faut apprendre à gérer d'autant plus vite que selon la vélocité du type de vente. Quand on fait 10 calls par jour, bah, faut réussir à le gérer 10 fois, Ouais. contrairement à une soutenance toutes les 2 semaines. Ouais. Et effectivement, il faut trouver une certaine forme de sérénité, de paix intérieure qui fait que bah, c'est super de signer, c'est dommage de se planter, mais quoi qu'il en soit, on retrouve ses forces pour le rendez-vous suivant, quoi. Exactement, ouais, se recentrer et c'est pour ça que d'ailleurs dans mon équipe, là, on a mis en place, une réduction des temps de rendez-vous pour pouvoir avoir ce 15 minutes où on redescend, enfin 10 minutes où on redescend, 5 minutes où on reprépare le rendez-vous pour se recentrer. En fait, un rendez-vous d'1 heure aujourd'hui, c'est ce qui se faisait beaucoup avant, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire dans le sens où on Tu les enchaîne ramènes à énormément de 45 rendez-vous. minutes? Exactement, 45 minutes maximum, c'est-à-dire l'idéal c'est 30 minutes, mais 45 minutes maximum pour avoir ce temps de décompression, qui est tout aussi important que le fait de travailler, de produire quelque chose. Pour un commercial, gérer son propre mental, ça va être aussi important dans, les résultats, dans la performance que, le fait de connaître son prospect. Pour moi, c'est vraiment ces 2 aspects-là qui vont être, hyper intéressants à travailler. Il nous reste que quelques petites minutes et ça m'intéresse de finir justement sur ton passage de perso, de sales à head of sales. Ben, on entend que tu as beaucoup appris sur toi et c'est quelque chose que j'imagine que tu transmets aujourd'hui à tes équipes? Alors j'espère, premièrement, seules mes équipes pourront en témoigner. J'essaye surtout de mettre en avant, la bienveillance commune. C'est-à-dire que, je pense qu'on est sorti depuis quelques années maintenant de cet esprit de compétitif, de sales, requin et cetera et que les équipes les plus performantes, on le voit aujourd'hui dans les licornes ou dans les grosses boîtes qui, ont vraiment des solutions commerciales hyper performantes. En fait, c'est la bienveillance commune qui permet d'aider chacun à monter en compétences. C'est le transfert des compétences de chacun. C'est le fait de s'entraider qui va faire qu'on va pouvoir vraiment s'améliorer en productivité et faire grandir tout le monde pour atteindre les objectifs les plus performants possibles. Super. Bah, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à toi, Antoine. On se retrouve 2 Avec fois par plaisir. semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut! Salut!